Merci. Alors, je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas complètement éloigné des préoccupations des entretiens Jacques Cartier, donc des liens entre le social et la santé au cours de la vie, mais avec ici un focus un peu différent puisque je vais m'intéresser à la question de la construction des inégalités des chances en santé, inégalités d'opportunités, et donc m'intéresser donc à des fondements un peu plus normatifs de justice sociale des inégalités de santé et comment la compréhension des inégalités au cours de la vie peut nous aider à juger ces inégalités. Alors c'est un travail qui est réalisé avec 3 collègues, donc Damien Bricard, aujourd'hui à l'Institut national d'études démographiques, qui sont l'un des partenaires des entretiens Jacques Cartier, et qui était avant l'Université Paris-Dauphine, Alain Tranois, qui est un professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille, et Sandy Tubeuf, qui est assistante professeure à l'Université de Leeds, aussi en économie. Donc, ce travail, donc beaucoup de travaux portent aujourd'hui sur les inégalités de santé, les inégalités sociales de santé, mais on a l'impression que ces inégalités, on s'y intéresse parce qu'on a le sentiment qu'elles sont injustes, mais quand il s'agit de réfléchir à pourquoi vraiment on veut mener des politiques pour réduire ces inégalités de santé, il faut avoir des fondements normatifs, des fondements de justice forts pour justifier ces interventions et justifier notamment auprès des politiques la nécessité de designer des interventions spécifiques dans ce sens. Alors, un courant de recherche s'intéresse à l'équité en santé, donc à la justice dans le domaine de la santé. Et si on s'intéresse à ce qui est écrit, notamment ce qui est proposé, notamment par des philosophes comme Dworkin, Cohen, Arneson ou John Romer, ou des économistes aussi comme Marc Fleurbeck, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de justice sociale, un bon moyen de délimiter les inégalités que l'on a envie de réduire, c'est de chercher à éliminer les inégalités qui sont dues à des déterminants, des facteurs, qui sont totalement indépendants de la responsabilité des personnes. Et puis, au contraire, peut-être que certaines inégalités de résultats ne sont pas si injustes qu'on ça, si elles sont dues à des facteurs qui sont partiellement choisis par les individus. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on s'intéresse aux inégalités de revenus, on voit très bien qu'il y a sans doute des facteurs qui sont liés à des déterminants totalement indépendants de la volonté des individus, comme par exemple leur origine sociale, et puis par exemple les efforts faits à l'école, les efforts, le nombre d'heures que l'on souhaite travailler, sont peut-être à l'origine d'inégalités qui ne sont pas si injustes que ça, parce qu'on peut avoir envie de rendre aux individus le rendement des efforts qu'ils ont réalisés. Alors, c'est un petit peu la même chose dans le secteur de la santé. Et donc, on peut avoir envie de déterminer donc, ces deux types d'inégalités. Alors, ces inégalités qui sont liées à des déterminants exogènes, donc des déterminants qui sont indépendants de la responsabilité individuelle, ce qu'on va appeler des circonstances, c'est ça que l'on appelle les inégalités des chances. Et c'est elles qui vont être reconnues comme particulièrement injustes. Au contraire, les inégalités de résultats, donc ici de santé, qui vont être liées à des déterminants dont les individus peuvent être tenus pour responsables, ce que l'on va appeler des efforts, vont être à l'origine d'inégalités entre les individus, mais d'inégalités que l'on va considérer comme légitimes, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir éliminer. Alors pourquoi avoir envie comme ça de distinguer la part des inégalités qui sont justes et la part des inégalités qui sont injustes? Eh bien c'est que les philosophes sont attachés à 2 principes qu'il convient de respecter. Tout d'abord, la recherche de l'égalité et de la juste égalité des chances pour chacun des individus, mais aussi le respect des libertés individuelles. Et c'est pour ça qu'il est important pour les individus de savoir quelle est la part de leur vie, de leurs résultats, que ce soit en termes de santé, en termes de revenus, en termes de vie, qui sont le fruit de leurs décisions. Et donc, dans ce cas-là, on a envie de les laisser vivre avec les choix qu'ils ont faits. Mais quelque part, on a envie aussi de les compenser pour toutes les circonstances malheureuses qu'ils ont connues et envie d'éliminer ces inégalités qui sont, elles, injustes parce qu'elles n'ont pas été choisies. Alors, quand on veut mettre en place des politiques de juste égalité des chances, eh bien, il est important donc de respecter 2 principes que je viens d'énoncer. Le premier principe qui conduit de respecter
l'impact des efforts, des choix faits par les individus. C'est ce qu'on appelle le principe de natural reward, donc le principe de récompense naturelle. Et donc, selon ces philosophes, il est important de respecter ce principe et donc de laisser aux gens l'entier effet de leur choix pour qu'ils soient responsables de leur choix. Et donc, puisqu'on parle de choix libre, hein, bien sûr, pas de choix contraint, et donc, il s'agit de ne pas éliminer les inégalités qui sont le fruit des décisions des individus. Au contraire, il est important de compenser les individus pour les inégalités qu'ils subissent et qui ne sont pas le fruit de leurs décisions. Et donc, c'est le principe de compensation qui énonce cela. Et donc, il faut compenser les individus pour les inégalités liées à ces circonstances. Alors, quand on parle de compenser, ça peut être deux choses. Ça peut être, quand on s'intéresse à l'effet de l'origine sociale, par exemple, sur le revenu, on peut mettre en place des politiques scolaires particulières, par exemple en donnant des bourses aux étudiants issus de milieux modestes pour accéder à l'université, donc pour éviter que le milieu social ait un impact sur leur réussite scolaire. Mais on peut aussi compenser les individus sans pour autant éliminer les inégalités. Je pense par là à un handicap de naissance qui empêcherait quelqu'un de travailler. On ne va pas pouvoir enlever son handicap, mais par contre, on peut mettre en place des politiques de revenus de remplacement, par exemple, hein, donner des allocations spécifiques à cette personne, puisqu'elle ne pourra pas travailler, pour la compenser de ne pas pouvoir travailler en fonction de son handicap. Donc voici le cadre général proposé par les philosophes de la responsabilité et les philosophes de l'égalité des chances comme cadre fondateur pour définir les inégalités que l'on veut éliminer et les inégalités que l'on veut respecter. Alors si nous voulons utiliser ce cadre pour réfléchir aux inégalités dans le domaine de la santé, on voit bien qu'il est nécessaire, eh bien, pour mettre en place ce type de politique, de définir quelles sont les inégalités de santé que l'on va pouvoir considérer comme injustes, c'est celles qu'on va vouloir éliminer, les inégalités des chances, et d'autre part, quelles sont les inégalités que l'on va considérer comme justes. Alors en fait, il y a un intérêt croissant ces dernières années pour ce principe d'égalité des chances dans le domaine de la santé. Cela a été initié par un premier article d'Amartya Sen en 2002, et puis notamment à travers les travaux de Marc Fleurbet, Eric Schauckart, mais aussi d'Andrew Jones, et puis des travaux que nous avons menés avec nos collègues et aussi Pedro Rosadias. Il y a eu de nombreux travaux qui ont visé d'une part à apporter des éléments de compréhension théorique aux inégalités des chances en santé, mais aussi qui ont cherché à quantifier ces inégalités et voir si l'application de ce principe nous donnait quelque chose d'intéressant pour fonder les politiques de santé publique visant à éliminer les inégalités en santé. Alors, dans cette littérature, en fait, on considère deux types de déterminants de la santé qui vont être particulièrement pertinents et qui vont pouvoir être vus comme des sources à la fois d'inégalités des chances en santé, mais aussi d'inégalités légitimes, d'inégalités justes, d'inégalités qu'on n'a pas envie de réduire. Alors, dans cette littérature, on considère en général que, eh bien, le milieu social et le milieu familial, l'ensemble des conditions de vie connues dans l'enfance et les caractéristiques de santé des parents des individus peuvent être vus comme des circonstances pertinentes pour les individus parce que personne ne choisit ses parents. Donc, à ce titre-là, on est sûr que les individus ne peuvent pas être tenus pour responsables des conséquences de leur milieu d'origine sur leur santé. Par contre, on considère en général que les comportements à risque choisis, tels que le fait de fumer ou pas, le fait de boire trop d'alcool ou pas, le fait de faire du sport ou pas, le fait d'avoir un régime équilibré, peuvent être perçus comme des décisions faites par les individus. Alors on va y revenir, ces décisions peuvent être contraintes, et elles le sont, hein, contraintes notamment par le milieu social des individus, mais ces comportements relèvent aussi en partie de décisions faites par les individus, et donc cette littérature considère que ces comportements à risque vont pouvoir être vus comme des efforts d'investissement que les gens font dans leur santé.
Alors, cette littérature ignore finalement ce qui est le plus souvent retenu dans les travaux sur les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire le milieu social actuel de la personne. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai tenté de vous le dire en introduction, mon milieu social aujourd'hui, mon travail, mon occupation, mon niveau de revenu, eh bien, il est à la fois quelque part une circonstance pour moi, parce que, par exemple, voilà, je suis professeure d'université, ça n'est pas mon cas, mais beaucoup de mes collègues ont des parents qui étaient professeurs d'université, et donc on ne sait pas jusqu'à quel point, voilà, le fait d'être professeur d'université est vraiment le fruit de mes efforts ou le fruit d'une transmission familiale. Et puis, donc, c'est peut-être eu un héritage familial, mais c'est aussi partiellement dû à mes efforts à l'école et que j'ai pu réaliser. Et donc, au final, le statut social actuel des individus, eh bien, en fait, les philosophes ne savent pas très bien comment le juger d'un point de vue normatif. Et donc, c'est pour ça qu'ils préfèrent l'ignorer. Mais bien entendu, si le milieu social d'origine a beaucoup d'impact sur le milieu social et les conditions de travail, etc., que vont connaître l'individu, évidemment, ce sera embarqué dans l'effet des circonstances. Voilà. Donc, on va essayer d'utiliser ce cadre et donc de s'intéresser à identifier les inégalités qui vont être liées à ce milieu social et familial d'origine d'autre part, et les inégalités qui sont liées au style de vie adopté par les individus. Alors, quelques travaux ont cherché à mettre en évidence les inégalités des chances et les inégalités liées à ces efforts, les inégalités justes. Dans le cas français, parce que nous avons eu la chance de pouvoir mettre beaucoup de questions spécifiques dans l'enquête de l'IRDES, l'institut où je suis également associée, et Nicolas également, pour étudier cette question. Et puis, en Grande-Bretagne, grâce aux données de la cohorte britannique de 1958, donc qui a permis de suivre des individus nés en 1958 jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le travail que je vais vous proposer aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et nous allons utiliser les données de l'enquête Share, qui est une enquête faite sur de nombreux pays européens pour aller un peu plus loin et comparer ces inégalités des chances. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la difficulté dans l'exercice de distinguer les inégalités des chances liées aux circonstances connues par les individus et les inégalités liées aux efforts faits par les individus, eh bien, c'est qu'en fait, on ne peut pas considérer que les efforts soient totalement indépendants des circonstances qu'ont connues les individus. Alors, cette question a été illustrée dans la littérature philosophique par un débat existant entre Brian Barry et John Romer à propos des étudiants asiatiques. Alors, je vous ai mis la citation reportée par John Romer, disant: on constate que les étudiants asiatiques travaillent en général énormément à l'école et à l'université, ils réussissent très bien et ils travaillent énormément parce qu'il y a une très très forte pression familiale à la réussite scolaire. Et donc la question est finalement, est-ce qu'il faut considérer que ces étudiants asiatiques doivent récupérer l'entièreté de leur effort ou pas, puisque à la fois ils travaillent très dur pour réussir, mais en même temps, ça n'est pas le fruit de leur décision, c'est le fruit d'une transmission de valeurs familiales, et donc quelque part, c'est issu des conditions sociales qu'ils ont connues dont ils ne sont pas responsables. Alors, finalement, dans la littérature philosophique, eh bien, il y a deux positions. John Romer considère que finalement, ces étudiants asiatiques, ça n'est pas un vrai choix pour eux de faire cet effort. Et pour lui, eh bien, il n'y a peut-être pas à les considérer comme responsables de cette décision. Et pour lui, il faut simplement respecter l'effort que feraient les gens, mais le vrai effort librement choisi. Donc, si l'on pouvait totalement purger l'individu des circonstances qu'il a connues, et donc l'extraire. Alors, cet exemple avait été proposé par Brian Barry, pour provoquer John Romer, et donc c'est pour ça qu'il avait pris un exemple où la pression était positive et donnée un autre. Comme nous verrons, dans le cas du tabac, c'est un peu différent. Et puis la position de Brian Barry lui était de dire, ben non, ces gens ont fait le vrai effort, ont vraiment travaillé très très dur, et ça serait pas très juste de ne pas leur donner tout leur effort, le fruit de tout leur effort. Et donc pour Brian Barry, c'est l'effort total qu'il s'agit de respecter, indépendamment finalement de savoir pourquoi les gens ne font pas cet effort. Alors, dans le cas du tabac,
eh bien, cette question est aiguë, hein, si je prends cet exemple-là d'effort, parce qu'on sait, par exemple, que l'un des plus grands déterminants du fait de fumer, on verra dans les données, c'est le fait d'avoir des parents qui étaient fumeurs. On constate que les enfants de fumeurs sont beaucoup plus fréquemment fumeurs, et en plus avec un effet de genre, notamment les filles ayant une mère fumeuse étant beaucoup plus fréquemment fumeuses. Donc la question que l'on va voir, c'est faut-il considérer les enfants de fumeurs comme responsables de fumer? Donc si l'on croit John Romer, on dira non finalement, pas plus qu'un enfant de non-fumeur qui ne fume pas, alors que pour Brian Barry, peu importe finalement le fait que les parents aient été fumeurs ou pas, ce qui est important, c'est qu'ils fument, et donc si ces personnes ne font pas d'efforts, eh bien, il n'y a pas lieu de considérer ces inégalités injustes. Alors, je présente ça parce qu'on voit qu'il y a deux visions assez différentes, ces inégalités, et donc la question est de savoir, quand on va s'intéresser aux inégalités qui sont injustes, est-ce que l'on va essayer de mesurer l'influence totale du milieu social d'origine et du milieu familial d'origine, que celui-ci impacte directement la santé ou aussi à travers les choix adoptés par les individus, ça sera la position de John Romer, ou faut-il finalement se dire non, on va s'intéresser uniquement à l'impact résiduel qui va rester de ce milieu social et puis considérer que les choix faits par les individus sont des choix libres et dont on se fiche un petit peu de l'origine. Alors, c'est une position très très différente et qui peut conduire à des décisions politiques très différentes. À l'origine de ça, par exemple, aujourd'hui en Grande-Bretagne, pour l'accès aux greffes, quand on a besoin d'une greffe du poumon, d'une greffe du foie, il y a une règle qui a été mise en place, qui est la règle des 6 mois, où il faut montrer, par exemple, pour une greffe du foie, qu'on a réussi à être abstinent pendant 6 mois pour avoir le droit d'être greffé. Et l'idée, c'est de dire qu'il va falloir faire des efforts pour montrer qu'on va profiter pour profiter des ressources rares du système. Il faut montrer qu'on fait des efforts et donc ça va être un foie bien utilisé. Donc, cette position correspondrait plus à celle-là en disant, voilà, le fumeur, il faut qu'il prouve, ou le buveur excessif, il faut qu'il prouve qu'il peut se repentir et qu'il va faire des efforts. D'autres visions pourraient dire, mais finalement, cette personne, peut-être qu'elle buvait trop pour des raisons familiales. Et donc, dans ce cas-là, peu importe que cette personne ait réussi à prouver très très longtemps, on ne va pas la mettre sur une liste des greffes plus tard que les autres, peut-être, qu'il faut la servir aussi souvent que les autres. Ça sera la position adoptée pour John Romer. Alors, concernant les politiques, on voit bien que c'est des états d'esprit très différents. Toutefois, en France, on avait fait des analyses et montré que dans le cas français, finalement, cette position philosophique ne changeait rien. Par contre, en Grande-Bretagne, sur les données britanniques, ça changeait quelque chose. Donc, le but de l'article que je vais vous présenter aujourd'hui, les résultats, eh bien, je vais vous montrer une quantification donc, de ces inégalités des chances en santé, ces inégalités dites légitimes, et on va essayer de comparer les pays européens pour voir finalement comment ça fonctionne. Est-ce que les inégalités injustes sont aussi importantes dans tous les pays? Est-ce que les inégalités qu'on peut considérer comme justes sont aussi importantes également dans tous les pays? Et puis, on va voir aussi quelle est la différence induite par le point de vue que l'on va adopter. Bien. Alors, quelques mots très vite. La méthode qu'on va employer pour comprendre, et puis après les résultats sont rapidement présentés, puisque ce sera uniquement quelques graphiques, mais juste pour comprendre comment nous allons faire ça. Donc nous allons supposer que la santé, ici, qui sera un indicateur de santé perçue, va dépendre uniquement des circonstances qu'ont connues les gens, des variables d'effort, donc ces comportements à risque qu'ils vont adopter, et puis bien sûr de l'âge, du sexe, et puis d'un résidu. Donc comme je l'ai dit, on ne va pas considérer ici l'impact du milieu social actuel. On va considérer que l'impact du milieu social actuel passera dans les circonstances, s'il est lié aux circonstances, ou peut-être un peu dans les efforts, si une partie de la situation sociale actuelle est le fruit des efforts des individus. Bien. Pour mesurer la première, les inégalités des chances
dans le premier modèle, donc selon la position de Brian Barry, qui veut fournir une juste rémunération de l'entier effort fait par les individus, nous allons tout simplement estimer l'impact sur la santé de ces circonstances, de ces efforts et des variables démographiques. Par contre, pour essayer de mesurer les inégalités des chances selon la position adoptée par John Romer, nous allons devoir faire un peu différemment et, dans un premier temps, essayer d'identifier quel est l'impact des circonstances que les gens ont connues sur les comportements qu'ils vont choisir. Pourquoi faire cette première étape? Eh bien, par exemple, pour le tabac, je vais considérer, est-ce que le fait que les gens fument ou pas, c'est lié à la profession de leurs parents, au fait que leurs parents fument, etc. Cette première étape va me permettre d'isoler un résidu de l'équation que je vais récupérer et qui, pour John Romer, représente le vrai effort fait par les individus indépendamment de leur milieu d'origine. Donc, ça va me permettre, cette équation auxiliaire, d'identifier un effort relatif, par exemple, parmi tous les enfants de fumeurs, est-ce qu'il y en a qui fument plus que d'autres, et donc de considérer dans l'équation de santé uniquement, cette fois-ci, toujours l'effet des circonstances, l'effet de l'effort, mais cette fois-ci simplement de l'effort relatif. Donc je vais prendre le petit résidu là que je vais mesurer et l'injecter dans cette équation, et puis toujours les variables démographiques. Alors on est bien d'accord que comme je vois exactement les mêmes variables, le bêta ici, c'est exactement le même bêta que là. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui va changer, c'est que maintenant, le coefficient que je vais mesurer pour les circonstances va être beaucoup plus gros, puisqu'il va correspondre à la fois à l'effet direct des circonstances sur la santé, que j'aurais mesuré là, plus additionné de l'effet indirect qui est ici, donc qui correspond à l'effet des circonstances passant par les styles de vie choisis par les individus. Voilà. Donc, nous allons mesurer ces deux équations. Enfin, pour mesurer les inégalités, nous allons considérer, donc nous allons avoir ici cette équation-là. Nous avons 4 sources de variance de l'état de santé, une partie qui est liée aux circonstances, qui est composée par le paramètre et les circonstances, ici la source liée aux efforts, ici la source liée aux variables démographiques, et ici la source liée aux effets résiduels. Et en suivant nous allons donc chercher à mesurer les inégalités de santé. Alors bon, il y a eu beaucoup de travaux en économie sur la mesure des inégalités, et notamment comment mesurer les inégalités avec des index décomposables. On a ici une source, comme je vous l'ai dit, les circonstances sont source d'inégalité, les efforts sont source d'inégalité, les variables démographiques sont source d'inégalité, et les résidus sont source d'inégalité. Donc, il n'y a pas beaucoup de mesures des inégalités qui sont décomposables par source, mais il y en a une qu'on connaît très bien et qui est très très simple à calculer, eh bien c'est la variance. Donc ici, nous allons considérer comme mesure des inégalités en santé, alors de toutes les inégalités en santé, pas que l'inégalité sociale, toute la variance de l'état de santé, nous allons mesurer donc voilà par la variance. Et puis, on sait que la variance, elle est égale à la covariance entre la santé et chacun des termes linéaires. C'est pour ça que nous avons une formule linéaire. Et donc, nous utilisons comme mesure des inégalités des chances en santé, des inégalités légitimes, tout simplement la covariance entre cette santé que nous avons là et puis chacun des termes. Donc, une fois qu'on a estimé ça, c'est très 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 simple. On mesure l'équation et juste la covariance entre la variable expliquée et chacun des petits vecteurs, là, va nous donner une mesure des inégalités. On est sûr que la somme des covariances sera égale à la variance totale. Donc, on arrive à une décomposition parfaite de l'inégalité. Donc, à partir de là, je passe au résultat, nous allons mesurer une première chose qui est l'ampleur donc des inégalités des chances en santé, donc qui va être la covariance entre cette santé et les circonstances, l'ampleur des inégalités dites légitimes, des inégalités justes en santé, donc la covariance entre les efforts et la santé, et puis
comme ces covariances, on ne sait pas très bien ce que ça représente en ampleur, ce n'est pas facile, nous allons proposer une mesure relative qui est la part des inégalités injustes, les inégalités des chances, sur la somme des inégalités injustes et justes. Et puis nous mesurerons la différence liée au point de vue. Voilà. Bien. Alors concernant, je passe les détails, donc on fait ça séparément dans tous les pays. Bien. Alors venons-en aux données. Donc nous utilisons ici la troisième vague de l'enquête SHARES, Survey on Health, Aging and Retirement in Europe. Et cette enquête permet d'avoir un échantillon pour 21 000 individus âgés de 50 à 80 ans. Donc c'est une enquête représentative de 13 pays. Donc ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de pouvoir comparer aussi bien des pays d'Europe du Sud, d'Europe centrale, d'Europe du Nord, etc. Voilà, et aussi centrale, oui, centrale et des pays en transition. Donc, de manière assez usuelle dans les travaux en économie, nous allons utiliser comme indicateur de santé, pour représenter la santé, l'indicateur de santé perçue. Je reviendrai en discussion sur la validité de cet indicateur pour les comparaisons internationales. Donc, la question posée dans cette enquête est « Will you say your health is excellent, very good, good, fair or poor ?» Et donc, nous allons utiliser cette variable de manière dichotomique, donc binaire, et on va opposer les gens ayant reporté un état de santé excellent, très bon, bon, d'une part, et puis les opposer aux personnes ayant répondu avoir un état de santé mauvais ou moyen. Voilà. Alors, nous avons ici la distribution de l'état de santé perçu pour cet échantillon. Alors, comme vous pouvez le voir, ça varie énormément. Et on voit, par exemple, que presque 80% de la population suisse déclare avoir un état de santé excellent, bon ou très bon, alors qu'en Pologne, c'est à peine plus de 30%. Donc on peut s'interroger, quand je prends cet exemple-là, on peut se dire que c'est un exemple crédible, que la population polonaise est certainement en moyenne en plus mauvaise santé que la population suisse au regard, par exemple, du niveau de vie des deux pays. En revanche, certaines différences paraissent peut-être plus étonnantes quand on voit par exemple que la Grèce reporte un très bon état de santé, bien meilleur que par exemple la France, l'Allemagne ou l'Italie. Au regard par exemple des difficultés que connaît la Grèce aujourd'hui, on peut s'interroger. Alors est-ce que et donc on peut se demander s'il s'agit de vraies différences d'état de santé ou s'il s'agit de manières différentes de déclarer sa santé. Alors il y a beaucoup de travaux sur cette question qui ont été menés. Il a toutefois été montré que l'indicateur de santé perçu est très corrélé avec la mortalité et très corrélé avec les dépenses de santé. Il convient toutefois qu'il y a des différences de comparaison internationale. Alors j'insiste pour ce travail. On va mesurer les inégalités séparément dans chaque pays. Et donc finalement, ce qui va m'intéresser, c'est la variance au sein de chaque pays. Et donc, s'il y a un biais systématique dans chaque pays, ça ne va pas impacter l'analyse. Par contre, ce qui sera gênant pour cette analyse, c'est si le biais de déclaration en fonction du milieu social n'est pas le même dans tous les pays. Donc, on va faire l'hypothèse que s'il y a un biais, il affecte toute la population, Grèce d'un coup, Suisse d'un coup, etc. Voilà. Bien. Je vous parle depuis tout à l'heure de circonstances. De quoi s'agit-il? Alors, nous allons considérer tout d'abord le milieu social d'origine des personnes, donc la profession du père, un proxy de l'éducation des parents qui, dans SHARES, est renseigné par le nombre de livres dont disposaient les gens à la maison, plusieurs indicateurs de conditions de vie, je vais vous présenter les statistiques ensuite, et le fait d'avoir connu des épisodes de précarité. Nous allons aussi nous intéresser à l'état de santé des parents, mesuré par le statut vital des parents des individus au moment de l'enquête et, s'ils sont décédés, l'âge à leur décès. Et enfin, nous allons nous intéresser au comportement à risque des parents. Alors,
Peut-être quelques statistiques descriptives, juste pour montrer que, par exemple, concernant le proxy de l'éducation, comme vous le voyez, plus de 40% des enquêtés nous disaient qu'ils sont vécus dans un foyer où il y avait moins de 10 livres à la maison. Hein. Donc, beaucoup d'entre eux, il s'agit de générations âgées, vivaient dans des milieux relativement peu éduqués. De manière plus surprenante, pour des générations qui ont connu la guerre, pour certains, seulement 6% de l'échantillon nous a reporté avoir eu faim. Par exemple, vous savez, moi, ça m'a étonnée, ça. Je m'attendais à finalement des choses un peu différentes. Alors, le nombre de facilities, ça correspond au fait d'avoir l'eau courante, d'avoir une salle de bain dans la maison, etc. Donc, il y avait un certain nombre proposés dans l'enquête. La moyenne, les conditions de logement hein, approchées par le nombre de pièces dans la maison. Alors, concernant la longévité des parents, donc de manière évidemment logique, plus d'enquêtés ont encore une maman vivante plutôt qu'un père vivant, et ça c'est normal, hein, compte tenu de l'âge des enquêtés. Enfin, comme vous pouvez le voir, et ça va être important pour nos résultats, énormément de parents des enquêtés adoptaient des comportements à risque, et notamment 64% à peu près de l'échantillon déclaraient que leurs parents étaient fumeurs quand ils étaient jeunes. Donc on voit bien que pour comprendre le tabagisme actuel des gens, ce sera extrêmement important. Bien. Concernant maintenant les variables de comportement à risque que nous allons pouvoir essayer d'utiliser pour mesurer l'effort en santé, nous allons en considérer trois. Alors, trois qui vont avoir une nature un peu différente puisque nous allons avoir le fait de fumer ou pas au moment de l'enquête, le fait d'être obèse ou pas. Alors on peut largement discuter de savoir si c'est un comportement ou pas. Et enfin, le fait d'avoir un comportement sédentaire. Alors pourquoi utilisons-nous l'obésité ? L'enquête ne comporte aucune information sur la nutrition adoptée par les individus. Donc pour essayer d'approcher cette dimension, hein, nous utilisons l'indice de masse corporelle. Bien évidemment, on peut se dire que l'obésité est aussi une condition médicale, mais enfin, on va adopter ici une définition très large des efforts. Pourquoi faire ça ? Pour voir justement si même en adoptant une condition très large des efforts, on arrive à combien d'inégalités injustes on trouve quand même en considérant une définition très très extensive, des conditions qui pourraient conduire à des inégalités dont les gens seraient responsables. Donc, voici ici les statistiques descriptives. Donc, 21%, alors nous ne l'utilisons pas au moment de l'enquête, mais lors des 2 enquêtes précédentes de l'enquête Sher, pour éviter les problèmes de causalité inverse, hein, puisque par exemple, une des premières choses qui fait que les gens arrêtent de fumer, c'est de tomber malade. Donc, pour ne pas avoir une corrélation artificielle trop forte entre les comportements et la santé. Voilà. Alors, je vous présente maintenant quelques résultats. Nous allons ici, juste pour vous montrer, on ne va pas tout détailler parce que l'objet ici n'est pas de détailler chaque mécanisme. Si certains d'entre vous entretenez chaque quartier, on reviendra sur les mécanismes plus tard. L'idée ici est plutôt de s'intéresser à l'interprétation des résultats en termes de justice. Mais comme vous pouvez le voir, hein, de manière très évidente, la santé, donc vous avez ici la probabilité d'être en bonne santé, et c'est extrêmement corrélé hein, aux conditions sociales connues par les gens. Nous avons des petites étoiles pour tout. Et dans le sens attendu, par exemple, le fait d'avoir connu des épisodes de précarité réduit fortement la probabilité d'être en bonne santé, alors que ici, par exemple, le fait d'avoir un père qui était cadre augmente fortement la probabilité d'être en bonne santé. De manière intéressante également, les comportements sont négativement corrélés à la bonne santé, de manière logique. Les personnes qui étaient fumeurs aux 2 précédentes vagues de l'enquête ont moins de chances d'être en bonne santé. C'est ici des effets, des coefficients, donc les effets marginaux. Les personnes obèses ont également moins de chances d'être en bonne santé. Les gens ayant un comportement sédentaire ont moins de chances d'être en bonne santé. Bien. Nous voyons aussi une corrélation avec la santé des parents. Par exemple, hein, le fait d'avoir une maman en vie ou un père en vie augmente la probabilité d'être en bonne santé plutôt que d'avoir des parents décédés prématurément. Si maintenant je m'intéresse à mes 2 colonnes, mes 2 types d'estimation,
qu'est-ce que je vois? De manière attendue, hein, si je m'intéresse par exemple ici à ce premier coefficient, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la deuxième estimation me permet d'obtenir un coefficient plus gros attaché au fait d'être cadre. Pourquoi? Parce qu'ici, je n'ai plus simplement l'effet d'être cadre à comportement donné, mais j'ai ici la mesure de l'effet d'avoir un parent cadre sur ma santé directement et puis à travers l'impact que peut avoir le fait d'avoir eu un père qui était cadre sur les comportements à risque que je vais adopter. Donc, de manière assez logique, hein, on voit que certains comportements augmentent dans la plupart des cas. Bien. Par contre, dans certains cas, les effets sont moins forts, mais on voit par... Ah ben voilà, de manière logique, voilà par exemple, on voit que l'éducation augmente assez sensiblement aussi quand je fais ce second modèle, ce qui montre que l'éducation des parents a un impact sur ma santé directement, mais aussi au travers des comportements adoptés. Bien, ça c'était le résultat. Alors, comme le temps file, je présente à présent les résultats. Donc voici les résultats que nous allons obtenir à l'échelle européenne. Alors, voici ici la variance totale de l'état de santé qui est obtenue, donc la mesure de cette inégalité totale que nous allons mesurer, donc de manière assez logique, elle est reliée à la probabilité d'être en bonne santé dans chaque pays, et donc on a une inégalité, une variance totale de la santé qui est plus importante dans un certain nombre de pays que par exemple en Suisse, où je vous avais montré la probabilité d'être en bonne santé est plus forte. Voici ici la décomposition totale des inégalités que nous allons obtenir. Alors ça, je trouve ça intéressant de vous montrer ça, même si certains pourraient avoir envie de le cacher. Mais je trouve que c'est au contraire très intéressant de le montrer. C'est quand on fait ce genre d'exercice, on se rend compte que ce que nous avons essentiellement, c'est une inégalité totale de santé qui est inexpliquée. Donc, ça, c'est logique. Voilà. Alors, bon. Alors, est-ce que c'est un problème? Moi, je ne considère que non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, toute cette inégalité de santé-là, on ne sait pas d'où elle vient, mais surtout, on ne sait pas la juger. Et donc, c'est mon propos qui est ici de fonder les politiques. Moi, je ne vais m'intéresser qu'aux inégalités que je peux juger. Hein. C'est certainement un problème de santé publique de ne pas savoir d'où ça vient, parce que ça veut dire que pour soigner les gens, ça va être compliqué. Par contre, en termes de justice, ce que cela veut dire, c'est que moi, je ne peux pas m'y attaquer parce que je ne sais pas si c'est une inégalité qui est juste, injuste, que les gens auraient choisi. Par contre, intéressons-nous au reste. Alors, bon, j'ai des inégalités liées aux variables démographiques, âge et sexe. On va dire que c'est des inégalités qui sont certainement... dont les gens ne sont pas responsables, puisqu'on choisit pas son âge et assez rarement son sexe. Mais pour autant, en santé, on a quand même tendance à penser que ce sont des circonstances d'une autre nature. Par exemple, parce que tout le monde est amené à être jeune et vieux, etc. Et donc, on va les séparer des inégalités liées aux circonstances sociales. Et puis, ensuite, en vert et en violet, ici, les inégalités justes, et ici, les inégalités injustes. Et comme vous pouvez le voir, et la taille et le rapport entre les deux est assez différent d'un pays à l'autre. Alors, voici ici la mesure que nous avons des inégalités injustes, les inégalités, donc des chances en santé. Bien. Ici, la moyenne européenne. Donc, nous avons estimé un modèle pour l'Europe entière et ensuite pays par pays. Qu'est-ce que l'on peut voir? Donc, on a fait des tests de comparaison entre les pays et cela nous a conduit à pouvoir distinguer trois groupes de pays. Des pays qui ont des inégalités que l'on va considérer comme très fortes par rapport aux autres, c'est-à-dire qui ne sont jamais dominés par un autre pays. Des pays qui sont toujours dominés par les autres, et puis des pays qui sont entre les deux. Donc on voit quand même des pays de nature extrêmement différente. Hein. Parmi les pays qui ont des inégalités faibles, nous avons la Suisse, les Pays-Bas, la Suède. Donc ça pourrait peut-être raconter une histoire qu'on connaît assez souvent en Europe, mais aussi de manière, la Belgique également, mais aussi de manière plus surprenante, la Pologne. Et puis, dans les pays particulièrement inégalitaires, nous avons l'Autriche, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit également plus fréquemment. Si maintenant nous nous intéressons aux inégalités dites justes,
Nous voyons là encore, donc les échelles ne sont pas tellement interprétables, hein, c'est des covariances, mais c'est plutôt le rapport entre pays. Là, nous avons deux groupes de pays, bon, avec juste la France qui était au milieu. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant ici, c'est que, bon, toujours des pays avec peu d'inégalités absolues liées au comportement, toujours la Suède, toujours la Suisse, mais maintenant l'Espagne qui était tout à l'heure dans les pays inégalitaires, et puis bon, la Grèce, la Pologne qui étaient toujours faiblement inégalitaires, et puis dans les pays avec de fortes inégalités légitimes, l'Allemagne qui était parmi les pays inégalitaires, ou l'Autriche, et la Belgique qui était dans les pays qui avaient de faibles inégalités. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que finalement il y a peu de rapports entre l'inégalité dans les pays, dans le ranking des pays qui existe entre les pays qui ont de fortes inégalités liées aux circonstances sociales et les pays qui ont de fortes inégalités liées au comportement des individus. Du coup, lorsque l'on fait le rapport entre les deux, quand j'essaye de mesurer ce que représentent les inégalités des chances par rapport à la somme des inégalités liées aux circonstances et aux efforts, alors pourquoi ce rapport ? C'est finalement, j'élimine les inégalités résiduelles, là, celles que je ne peux pas juger, j'élimine les inégalités liées à l'âge et au sexe, parce qu'on va dire que c'est d'une autre nature, et je prends juste les inégalités qui ont un sens normatif en termes de justice, et je me dis, OK, parmi toutes ces inégalités, combien il y en a que j'ai envie de réduire? Alors, en Europe, c'est 50%. Pas mal, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est considérablement différent d'un pays à l'autre. Par exemple, en Belgique, les inégalités dites des chances liées au milieu social représentent simplement 30% de ces inégalités dont on sait donner un sens d'un point de vue de justice sociale, alors qu'en République tchèque ou en Grèce, c'est près de 80% des inégalités qui sont des inégalités injustes. Donc on voit bien que si on veut utiliser ça pour fonder les politiques de santé, on va avoir un diagnostic très très différent sur le système. Et de manière cohérente avec ce que nous avions montré dans des travaux précédents, en France, nous avons essentiellement des inégalités injustes avec plus de 60% des inégalités qu'on s'est identifiées que l'on peut de manière évidente juger comme des inégalités injustes qu'il faut réduire, alors que certains pays qui ont non seulement de plus faibles inégalités, mais aussi une plus petite proportion d'inégalités injustes, comme la Belgique ou les Pays-Bas. Donc on peut vraiment dire que clairement ces pays-là, par exemple, ont une meilleure réussite dans la réduction des inégalités de santé, dans le sens où non seulement ils ont moins de variance, mais en plus, dans les inégalités qu'ils ont, il y en a moins que l'on peut juger de manière injuste. Alors que nous, on est là. Alors bon, maintenant, je vous ai présenté deux visions tout à l'heure normatives. Ça correspondait à la première estimation, donc il s'intéressait simplement à l'effet direct du milieu social d'origine et du milieu familial d'origine sur la santé. Si maintenant, j'essaye d'intégrer dans les inégalités des chances l'impact de ces circonstances qui transitent par l'adoption des comportements à risque. Bon, en moyenne européenne, ça augmente d'un peu moins de 10% la part des inégalités des chances. C'est normal, ça augmente dans tous les pays. En moyenne, en Europe, c'est que de 10%. Mais il y a des pays où ça va être beaucoup plus augmenté. Donc maintenant, si je prends la France, bon, on atteint 70%. Alors je vous ai dit tout à l'heure, j'étais presque à 70% pour la France. Donc si on mesure juste, ça c'était en points de pourcentage, si maintenant je fais en pourcentage d'augmentation, voici l'augmentation de la part des inégalités des chances induite par le fait d'intégrer l'effet indirect des circonstances. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il y a encore, cette fois-ci, deux groupes de pays. Des pays où on va dire que ça a assez peu d'effets et des pays où ça a beaucoup d'effets. Donc, comme je vous l'ai dit, en France, ça augmente de 6 points. Donc, effectivement, en France, ça ne rajoute pas grand-chose. Pourquoi ? On a déjà tellement d'inégalités des chances que finalement, c'est pas la peine de rajouter, d'aller faire des raffinements et à chercher à savoir si
le fait d'être issu d'un milieu populaire, ça passe de manière directe ou à travers l'adoption des comportements à risque. Nous avons des inégalités liées au milieu d'origine et au comportement des parents. Il y a par contre des pays, et de manière intéressante, c'est les pays qui ont assez peu d'inégalités, mais plus évidemment d'inégalités liées aux efforts. Alors, et notamment les Pays-Bas. Alors, je trouve que c'est intéressant aux Pays-Bas parce qu'aux Pays-Bas, il y a des politiques qui sont mises en place qui visent à responsabiliser les gens et à utiliser ce cadre de pensée pour mettre en place les politiques. Eh bien, comme on voit, en Belgique, aux Pays-Bas, il y a quand même une différence assez sensible de mesure des inégalités injustes selon que l'on considère cet effet indirect. Donc, on peut se dire que dans ces pays, eh bien, le fait d'intégrer, le fait de choisir une des positions philosophiques que je vous ai présentées, aura un effet sensiblement différent sur la mesure des inégalités qu'on va obtenir et donc sur la justification des politiques qu'on a à mettre en place. Bien, donc je finis. Donc comme on l'a vu, je crois qu'on a assez compris. Donc je crois que le message de ce travail qui était de dire, bon, on a essayé de mesurer concrètement ce qui nous était donné par des points de vue philosophiques, alors avec les difficultés qu'on peut avoir de coller avec la pensée de penseur, essayer de le transposer dans des données, et pour essayer de voir ce que ça donnait. En tout cas, comme on peut le voir, c'est que ça varie beaucoup entre les pays, mais enfin que globalement, surtout que d'un pays à l'autre, la part des inégalités qu'on peut considérer comme injustes varie considérablement, de 30% dans certains pays à 80% dans d'autres, et enfin, que le point de vue normatif qu'on peut choisir sur ce qu'est une inégalité juste ou injuste, eh bien, dans certains pays comme la France, ça ne change pas bien grand-chose, donc je peux continuer à aller voir le ministère et leur dire qu'il y a des inégalités injustes en France. Dans certains pays, ça sera plus difficile. Alors, nous avons essayé de mesurer ces inégalités et chances et de les corréler avec des caractéristiques des pays. Ce que l'on voit, c'est que les inégalités des chances sont fortement liées au niveau d'inégalité totale et finalement pas tellement les inégalités reliées aux efforts. Donc ce qu'on peut dire, c'est que en mettant en place des politiques de réduction des inégalités des chances, il y a certainement des chances qu'on arrive à réduire l'ensemble des inégalités. Enfin, ça je vous le passe pour qu'on garde un peu de temps à la discussion. Dernier point, nous avons utilisé ici un indicateur de santé perçue qui peut être discuté. Nous avons refait les mêmes estimations en utilisant un indicateur très pertinent au sein de la population de personnes âgées qui sont les limitations dans les activités de la vie quotidienne. Nous trouvons sensiblement le même ordre des pays, donc ça ne change rien au diagnostic et cette mesure est ici. Voilà, je vous remercie et passons la place. Ceux qui seraient intéressés peuvent trouver cette référence qui est donnée. Merci.